Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour faire le point sur les méthodes que l'on a vues jusqu'à présent, permettant de montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Alors tout d'abord, première méthode, celle qui consiste à vérifier que les axiomes SEV1, SEV2, SEV3 sont satisfaits. Deuxième méthode, celle que l'on a vue au début de la semaine, qui consiste à montrer que grand F est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs donnés. Donc grand F égale vect de F avec les notations du cours, et on utilise la propriété très simple à prouver que vect de quelque chose, l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs donnés est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel ambiant. Troisième méthode, en fait, c'est celle qui est la plus nouvelle, qui repose sur le cours que l'on a vu hier. En fait, ce que l'on a vu hier, c'est que pour une application linéaire, petit f, le noyau, donc ce qu'on a noté ker_f, et l'image sont des sous-espaces vectoriels, respectivement de l'espace vectoriel de départ de petit f et de l'espace vectoriel d'arrivée. La propriété qui concerne l'image, on l'utilise relativement peu. En revanche, celle qui concerne le noyau, c'est assez fréquent qu'on l'utilise parce qu'elle permet justement de montrer à peu de frais et rapidement que quelque chose est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix finalement entre ces trois méthodes. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que non, vous n'avez pas le choix. Vous avez ces trois méthodes, et en fait c'est rare qu'on ait le choix de la méthode que l'on peut utiliser. Alors illustration de cette affirmation. J'ai mis ici dans la colonne de droite trois questions qui sont des questions que vous pouvez rencontrer dans le cours, dans les exercices, dans les problèmes. Dans ces trois questions, en fait, il n'y a pas vraiment le choix de la méthode qui consiste pour arriver à ce qu'on veut, pour arriver à répondre à la question, c'est-à-dire pour arriver à montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Par exemple, justement, dans la propriété qu'on a vue dans le cours hier, qui est que l'image de f, où petit f désigne une application linéaire, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel d'arrivée. C'est une situation qui est théorique, il n'y a aucun moyen, en fait, en général, d'arriver à montrer que l'image de f, c'est vect de quelque chose, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille donnée. Évidemment, c'est pas naturellement le noyau d'une application linéaire, enfin en tout cas c'est pas comme ça qu'on va pouvoir arriver à le prouver. Donc on est dans une situation théorique. Ici, on utilise la méthode M1, c'est-à-dire on utilise la méthode avec SEV1, SEV2, SEV3. Et c'est ce que l'on a fait hier dans le cours. Ensuite, deuxième question. Alors, deuxième question, celle que vous avez eue dans le test de jeudi, là aussi. Donc, montrer que A3 de R, donc c'est-à-dire l'ensemble des matrices dans M3 de R qui sont antisymétriques, est un sous-espace vectoriel, et le et ici est très important, en déterminer une famille génératrice. Alors, si on vous demande et en déterminer une famille génératrice, là, il n'y a pas le choix. Il faut que vous arriviez à montrer que A3 de R, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille génératrice, c'est-à-dire d'une famille de vecteurs donnés. Donc du coup, le et en déterminer une famille génératrice vous impose le choix de la méthode M2, c'est-à-dire celle qui consiste à montrer que grand F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une certaine famille de vecteurs. Donc là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, en fait, à cause du « et », vous comprenez bien. En revanche, si l'énoncé avait été simplement celui de la question que j'ai appelée Q3 ici, montrer que A3 de R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices antisymétriques, est un sous-espace vectoriel de M3 de R, alors à ce moment-là, vous n'étiez pas obligé d'utiliser la méthode M2. Vous auriez très bien pu utiliser la méthode M1 avec les trois axiomes et vérifier que, effectivement, l'ensemble des matrices A3 de R est contenu dans M3 de R, que la matrice nulle est antisymétrique, et que toute combinaison linéaire de matrices antisymétriques l'est encore, essentiellement en utilisant la linéarité de la transposition. Mais même là, ça aurait été ballot d'utiliser la méthode M1, parce que, en effet, il y a plus simple à faire, il y a plus malin à faire, en introduisant en fait une application linéaire dont A3 de R va être le noyau. Alors, explicitement, dire qu'une matrice est dans A3 de R, c'est dire qu'elle est antisymétrique. Dire qu'elle est antisymétrique, ça veut dire que cette matrice, si on la note A, elle vérifie transposée de A égale moins A. Dire que la transposée de A est égale à moins A, c'est dire que A plus la transposée de A est égale à la matrice nulle. Alors du coup, en faisant cette remarque-là, super judicieusement, on introduit une application, donc on pose petit f, l'application qui va de M3 de R dans M3 de R,
qui a la matrice A associe A plus la transposée de A. Vous pouvez claquer directement, parce que c'est une conséquence du cours, en fait, ce truc-là, que l'application petit f est une application linéaire, que c'est un endomorphisme de M3 de R, parce que c'est linéaire et ça va de M3 de R dans le même espace vectoriel M3 de R. Et le fait qu'elle soit linéaire, ça repose essentiellement sur la linéarité du passage à la transposée. Et donc, puisque c'est une application linéaire, petit f, son noyau, Krf, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de départ, c'est un sous-espace vectoriel de M3 de R. Mais son noyau, c'est exactement A3 de R, l'ensemble des matrices antisymétriques. Conclusion, en introduisant cette application à f, le noyau c'est A3 de R, A3 de R est un sous-espace vectoriel de M3 de R, et donc ici la méthode M3 était quand même un tout petit peu plus rapide que la méthode qui consiste à vérifier les trois axiomes. Donc voilà pour faire le point sur ces trois méthodes. Alors retenez bien, donc il y a bien trois méthodes à connaître pour prouver qu'une partie est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Donc la méthode avec les trois axiomes, pour faire court, essentiellement on l'utilisera en théorie ou alors à l'article de la mort quand vous avez plus d'idées, plus d'inspiration. La méthode M2 qui consiste donc à extraire une famille génératrice, on l'utilisera lorsque dans l'énoncé il sera marqué explicitement et en déterminer une famille génératrice. On l'utilisera aussi un peu plus tard lorsque on devra calculer la dimension des sous-espaces vectoriels avec lesquels on travaille, et ça, ce sera dans le chapitre suivant. On l'utilisera aussi quand on peut l'utiliser, parce que parfois, ce sera pas possible de déterminer une famille génératrice. Et puis enfin, la méthode M3, donc, qui consiste à montrer que grand F, c'est le noyau d'une application linéaire que l'on introduit judicieusement, comme dans l'exemple de A3 de R que l'on vient de faire ici. Donc voilà pour le point sur ces trois méthodes pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera toujours un plaisir d'y répondre. Et bon courage à vous dans la suite de l'algèbre linéaire.